Bonjour et bienvenue dans Initiatique, le podcast qui vous accompagne pour que vous vous autorisiez à devenir cette femme qui ose se déployer en s'asseyant au cœur de sa propre lumière afin de pouvoir l'offrir au monde. Je m'appelle Julie Edzemé et depuis plus de 10 ans, je suis facilitatrice de cercles de femmes et thérapeute travaillant avec le subtil. Et le prisme que je vous propose ici, pour y parvenir, sera d'apprendre à observer et à traverser la vie comme étant une véritable expérience initiatique en continu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Initiatique dans lequel nous allons parler du deuil. Le deuil comme clé de voûte du processus initiatique, comme pilier central de la métamorphose, du processus de transformation interne. Parce que, effectivement, quand on parle de transformation ou d'expérience initiatique ou de processus initiatique, eh bien, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les autres épisodes, il y a vraiment cette notion d'avant et d'après. C'est ce qui fait vraiment la signature d'une expérience qui nous a transformés. Il y a un passage, il y a une empreinte énergétique d'avant, un passage de transition que j'appelle la forêt sombre et une empreinte énergétique nouvelle qui s'est dépouillée de l'ancien et qui a accueilli une nouvelle expression de soi. Donc, le deuil fait partie pleinement de ce processus. Il s'agit de dire au revoir à quelque chose qui est révolu, à quelque chose qui n'est plus aligné avec nous, et de pouvoir créer de l'espace en nous pour accueillir le nouveau. Alors, je pense que vous l'avez déjà entendu, mais il existe 7 étapes du deuil. Alors, certains le conceptualisent en parlant de 5 étapes. Moi, j'aime le fait de parler de 7 étapes parce que vous allez voir que la première et la dernière étape sont hyper importantes et ça me semble dommage en fait que ce soit retiré des schémas qui sont proposés dans lesquels on parle des étapes du deuil. Alors, ces 7 étapes, c'est le choc. Donc ça, c'est une étape qui n'apparaît pas forcément dans les présentations qu'on peut retrouver sur Internet, mais pourtant, à mon sens, ça en fait pleinement partie. Donc, le choc. Ensuite vient le déni. Ensuite, le marchandage qui s'associe à la colère. Puis vient la tristesse. Ensuite, la résignation. Pour enfin accéder à l'acceptation et accéder à cette phase de métamorphose terminée qui est la reconstruction. Et donc là, c'est pareil, la reconstruction, ça n'apparaît pas systématiquement dans ce qu'on peut retrouver au niveau de la littérature, mais pour autant, en tout cas avec mon prisme de vivre la vie comme étant un processus initiatique en continu, si on n'inclut pas la reconstruction, il y a quand même quelque chose qui manque, parce que ce serait quand même affreux que ça s'arrête à l'acceptation. Mais je crois qu'effectivement, quand il s'agit d'une expérience initiatique, une expérience qui vous a transformé profondément, il y a nécessairement cette étape de reconstruction qui signe, elle aussi, le fait qu'il s'est passé un avant et un après et que vous n'êtes plus la même personne, que vous avez reposé sur votre expérience, que vous avez traversé toutes ces étapes si difficiles, si douloureuses et que vous avez su renaître de vos cendres pour créer une nouvelle version de vous-même. Et ces étapes sont toutes présentes dans un processus de deuil, mais peuvent avoir des durées dans le temps qui sont complètement différentes d'une étape à une autre. Et en plus, il ne s'agit pas forcément de les vivre les unes à la suite des autres. Il peut y avoir des enchevêtrements. Donc le choc est bien évidemment
souvent la première étape, mais ça peut commencer par le déni. D'ailleurs, je crois que c'est souvent le déni qui marque le début du deuil, parce que on est dans une situation souffrante, et le temps qu'on prenne conscience, qu'on réalise que réellement ça ne va pas, que vraiment il y a quelque chose qui nous fait souffrir et que c'est plus ok, eh bien on traverse toute cette période de déni jusqu'à ce que puisse advenir un choc, quelque chose qui va nous réveiller. Donc les étapes peuvent vraiment ne pas se vivre dans l'ordre, comme la tristesse et la colère par exemple. On peut d'abord passer par l'énergie de colère, parce que bien souvent c'est l'énergie de colère qui nous met en mouvement, qui nous dit ok, là c'est plus possible, il faut vraiment que je sorte de cette situation. Donc c'est pareil, la colère peut venir vraiment de manière très conjointe, très rapprochée avec le choc, et la tristesse pourrait venir avant la colère. On pourrait vivre un déni et puis une tristesse profonde du fait qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se déliter, même si on n'a pas encore acté la fin de la situation, et pouvoir ensuite parvenir à un choc qui va vraiment nous réveiller. Donc voilà, les étapes ne sont pas linéaires, c'est vraiment pas quelque chose de linéaire, c'est un processus. Et comme dans tout processus, il n'y a rien de linéaire, et il n'y a que des choses qui vont se vivre avec votre empreinte à vous, avec ce que la vie pense, entre guillemets, que vous avez, qu'il est nécessaire que vous viviez, et dans cet ordre, et avec ces étapes, et avec cette intensité, et avec comment dire, cette manière bien spécifique de vivre le deuil qui va être différente pour chaque personne, et en plus pour chaque notion, pour chaque dimension pour laquelle ça va toucher le deuil, bien évidemment. Donc, ce que je vous propose en fait dans cet épisode, c'est vraiment de venir illustrer le deuil et comment il s'inscrit, et comment il s'est inscrit moi dans ma vie, par le fait de partager avec vous 4 dimensions différentes de ma vie, au travers desquelles j'ai pu traverser ces forêts sombres et accéder à cette dimension initiatique de la vie grâce, entre guillemets, au deuil. Alors, je vais sans doute me répéter un petit peu dans les étapes du deuil, et c'est tout à fait volontaire, parce que je me dis que la répétition est maître de la connaissance, et maîtresse de la connaissance, et donc l'idée dans le fait de me répéter un petit peu, ça va être de pouvoir vous permettre d'intégrer beaucoup plus naturellement, facilement, ces 7 étapes du deuil, sans que vous n'ayez à les retenir de manière mentale, et voilà. Et en plus de vous les illustrer au travers de mes propres expériences, j'espère que ça vous donnera des clés pour votre propre expérience de vie. Alors, la première dimension dans laquelle le deuil s'est incarné chez moi, et que je voudrais partager avec vous, parce qu'il y en a eu bien d'autres avant celle-là, mais c'est dans la relation amoureuse. Alors, ça c'est quelque chose, je pense que vous avez tous et toutes vécu à un moment de votre vie, mais je trouve intéressant de pouvoir décortiquer ça au travers du prisme du deuil, parce que ça permet de prendre conscience des étapes par lesquelles on est passé, et du coup peut-être même d'honorer le courage qu'on a eu pour traverser ces étapes. Alors, en fait, donc, moi j'ai vécu plusieurs relations amoureuses dans ma vie, et donc plusieurs séparations, mais celle à laquelle je vais faire référence, c'est la dernière séparation que j'ai actée. En fait, c'était une relation qui était
hyper passionnelle. Alors là, j'ai vraiment découvert ce que voulait dire la toxicité de la relation passionnelle. C'est une relation qui n'a duré que 1 an et demi et qui a été faite de montagnes russes émotionnelles qui étaient épouvantables. Alors à la fois épouvantables quand c'était dans les moments down que magique quand c'était dans les moments hauts. Et en fait, cette alternance qui était continuelle était insupportable à vivre. Et du coup, m'a amené dans un doute incroyable, un espèce de flou total de qu'est-ce qui était bon pour moi. Je n'arrivais plus du tout à savoir, parce que quand j'étais dans les moments hauts, au niveau émotionnel, eh ben, c'était magique, en fait. Et j'avais l'impression que c'était la personne avec laquelle je devais faire ma vie, et tout ça, et que, en fait, les moments bas et douloureux et souffrants même, n'étaient là que pour aller guérir des blessures émotionnelles, machin. Donc je me suis raconté tout un tas d'histoires, et jusqu'au point où j'en suis arrivée, donc là j'étais pas mal dans le déni au départ, hein, à un moment où je souhaitais consciemment me réveiller. Et donc j'ai fait une demande très claire à la vie qui était « Ok, je sens au fond de mes cellules qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce n'est pas juste, ni pour moi ni pour mes enfants, mais je n'arrive pas à ce que ce soit hyper clair pour moi, donc l'univers, s'il te plaît, montre-moi, envoie-moi un signe qui soit irrévocable, quelque chose à côté duquel je ne pourrai pas passer et qui m'aidera à faire le choix de quitter cette personne. » Et en fait, ce moment est arrivé, très très peu de temps après. J'annonçais à cette personne que je vivais un énorme tournant dans ma vie professionnelle, vraiment un truc, un virage à 180 degrés, suite à une expérience très douloureuse que j'ai vécue lors de mon expérience de travail à l'hôpital en tant que sage-femme. Et là, j'ai été amenée à rebattre les cartes complètement, à poser ma vie à plat et à me dire, ok, est-ce que je continue sur l'axe de sage-femme ou je fais complètement autre chose? Et donc, j'en viens à lui parler de ça et je lui parle d'un projet qui n'a absolument rien à voir, qui sortait un peu de nulle part quand on me connaît, par rapport à mes expériences professionnelles passées. Et en fait, cet homme a eu une réaction incroyable. Incroyable. Il n'a absolument pas rebondi ni réagi sur ce que j'étais en train de lui dire, alors que ça aurait dû évoquer pour lui une surprise, quelque chose en tout cas. Et en fait, il a tiré la couverture à lui et a enchaîné en me disant « Eh ben écoute, moi, mon projet, c'est... » Et là, il est reparti dans un laïus que je connaissais par cœur parce qu'il m'en parlait absolument tous les jours. C'était une espèce de rengaine sans fin où il me détaillait son projet professionnel que je l'ai entendu me conter pendant 1 an et demi sans voir qu'il se mettait en mouvement. Et donc voilà, moi, c'était ce que je vivais et l'annonce que je lui avais faite juste avant était complètement passée à la trappe, complètement invisibilisée. Et là, ça a été le choc pour moi. Là, vraiment, je me suis dit, ok, non, là, c'est pas possible, en fait. Être en couple avec quelqu'un d'aussi égocentrique par rapport à moi, hein, je dis pas que dans l'absolu, il est égocentré, mais en tout cas, dans la relation avec moi, c'était très clair, et là, ça a été monumental comme truc, eh bien, ça a été le choc qui m'a permis de me mettre en mouvement. Et là, très très vite est venue la colère. J'ai repassé en mémoire tout un tas de moments de ma relation avec lui qui étaient du même acabit, qui avaient la même signature émotionnelle que ça, et que je n'avais pas perçu avec cette puissance-là. Et là, j'ai été en colère autant contre lui que contre moi, de ne pas avoir vu ça avec des yeux beaucoup plus conscients et de ne pas m'être respectée beaucoup plus tôt que ça dans la relation, et ça m'a permis vraiment de me mettre en mouvement et d'acter. 2 jours plus tard, j'actais le fait que notre relation se terminait. Je suis passée par une toute petite phase de tristesse parce que
j'abandonnais tous les fantasmes que j'avais, sur lesquels reposait ma relation en fait. Donc c'était vraiment cette... j'étais triste de ce que j'avais vécu, du peu d'amour que je m'étais offert au travers de cette relation, mais aussi de tous les possibles que j'avais fantasmés et projetés. Donc dans le deuil, il y a aussi cette notion-là très intéressante, je trouve, c'est qu'on fait à la fois le deuil du passé, mais aussi d'un avenir potentiel qu'on avait projeté, et qui ne se réalisera jamais. Et je n'ai pas le souvenir là d'être passée par de la résignation, mais d'avoir accepté assez rapidement. Tout s'est enchaîné très très vite en très peu de jours, mais parce que bon, il faut dire que ça faisait 1 an et demi que j'étais quand même dans le déni, donc mon deuil il a commencé quasiment tout de suite dans cette relation, parce que vraiment depuis le départ ça n'allait pas, et il y a eu la phase merveilleuse de reconstruction dans laquelle j'ai pu vivre la première période de ma vie de célibataire. Alors oui, ça peut sembler un peu étrange parce que j'ai 38 ans et donc cette période-là c'était il y a 5 ans. Donc jusqu'à mes 33 ans, je n'avais jamais connu de période de célibat de plus de 1 ou 2 jours. Les choses ont fait que dans ma vie, les relations se sont enchaînées et je pense que c'est comme ça. Mon âme avait besoin et a encore besoin du relationnel, du couple, pour expérimenter et grandir. Et du coup, là, j'ai pu traverser une période, la plus longue que j'ai jamais vécue, de célibat. Et du coup, là, j'ai senti, grâce à ça, qu'il y avait vraiment quelque chose de profond qui s'était acté, et que grâce à cette relation, j'avais enfin fait le choix de m'honorer et de me respecter, et de dire maintenant, ça suffit, je comprends enfin dans mes tripes l'adage qui dit mieux vaut être seul que mal accompagné. C'était vraiment la première fois que je le vivais. Et c'était ok, du coup, pour moi, j'étais très apaisée avec le fait d'être célibataire. Et ce qui a été extraordinaire dans cette phase de reconstruction, c'est que grâce à cet amour que je me suis offert à ce moment-là, au bout d'un moment, j'ai refait une demande à l'univers qui était très axée, très, très centrée, très alignée, qui était très très claire, avec des caractéristiques très précises de l'homme que j'espérais accueillir dans ma vie. Et très peu de temps après, j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari et le père de mon 3e enfant. Donc, j'estime que cette reconstruction a été réussie. Voilà. Alors, la deuxième dimension dans laquelle j'ai pu expérimenter cette notion de deuil, eh bien je la vis en fait en ce moment. Elle est en processus encore actuellement. C'est la maladie. Et pas n'importe quelle maladie, c'est le burn-out. Alors le burn-out, moi avant, j'en avais une image très, très floue. J'avais même un peu l'impression que la plupart des gens qui se disaient en burn-out, c'est parce qu'ils avaient vécu un gros malaise dans leur vie professionnelle et qu'ils avaient besoin d'un moment de pause. Voilà, je percevais ça de cette manière. En fait, là pour le vivre, je peux vous assurer que le burn-out c'est une réelle maladie, et j'ai même appris de la part du médecin spécialisé qui m'accompagne en ce moment que le burn-out naît en fait d'une inflammation d'une partie du cerveau, donc c'est une encéphalite à la base, donc c'est d'abord un trouble psychique, physiologique, avant d'être un trouble psychique. Donc ça a une réalité vraiment matérielle, physique, et c'est quelque chose qui vous terrasse. Ça a été incroyable. Moi qui suis d'habitude dotée, pourvue d'une énergie qui est débordante, vraiment, je suis hyper dynamique dans ma vie, et bien là, j'ai vécu pendant 3 mois l'incapacité totale de faire quoi que ce soit dans ma vie. C'était impressionnant. Et pourtant, l'envie était là. Et donc c'est grâce à ça que j'ai su que c'était pas une dépression, mais bien un burn-out. Parce que mes envies de me réaliser et de construire des choses étaient toujours là, mais je n'en avais absolument pas la capacité ni physique ni émotionnelle. Et
Donc j'ai traversé plusieurs étapes, j'ai été accompagnée par de nombreuses personnes et c'est pas du tout encore fini. Mais là, je suis dans cette étape qui fait que maintenant, je suis dans la reconstruction. Preuve en est ce podcast, parce que ça fait des mois que je réfléchis à ce podcast et j'avais même commencé une première tentative au tout début de mon burn-out. Et en fait, ça s'est avéré être un échec pour plusieurs raisons. Je l'ai jamais diffusé. J'ai jamais diffusé les épisodes que j'avais enregistrés à cette époque parce que en fait, j'avais pas d'énergie. Donc, l'énergie que j'avais envie d'incarner et de mettre dans mes mots, dans ce que je transmets là, eh bien, je n'y avais pas accès. Et donc, ça a donné quelque chose qui n'était pas aligné avec moi. Donc, j'ai dû abandonner le projet. Il a fallu que je traverse plusieurs étapes avant de pouvoir en arriver à cette phase d'acceptation qui s'est produite il y a à peu près 1 mois, je dirais. Et puis, là, maintenant, je sens que je suis dans la reconstruction. Il y a une énergie nouvelle qui est en train de naître en moi, de se déployer, et qui est tout à fait en lien avec les prises de conscience que j'ai pu réaliser au travers de cette traversée du désert, là, où je suis passée par le choc, ça très clairement, parce que du jour au lendemain, mon corps n'a plus réagi, il ne fonctionnait plus. Il y avait un bouton on-off, en fait. Et je suis ensuite passée par la phase de déni, parce qu'avec mon médecin traitant, on a d'abord cru que mon état était lié à une anémie, sauf que non, c'était beaucoup plus sérieux. L'anémie n'était qu'un symptôme parmi d'autres, en fait. Ensuite, il y a eu la colère. J'ai été en colère contre la vie, parce que j'avais un sentiment d'injustice. Je me disais... putain, c'est pas possible, quoi. Après toutes les épreuves que j'ai vécues dans ma vie, après toute la résilience dont j'ai été capable, après toutes les reconstructions que j'ai été amenée à vivre, eh bien, encore quelque chose. Et quelque chose qui me semblait épouvantable en plus, parce que dans le burn-out, il y a quelque chose qui peut être désespérant, c'est qu'il n'y a pas de fin prédictible, je veux dire. Bien sûr qu'il y a une fin, mais elle n'est pas prédictible. C'est-à-dire que je vous avais dit dans l'un des épisodes que l'année dernière, j'avais vécu une grosse phase de maladie où j'ai été atteinte d'une pneumonie qui m'a amenée vraiment au seuil de la mort, donc ça a été très grave. Mais une fois que j'ai été diagnostiquée à l'hôpital, eh bien, le médecin, la pneumologue m'a dit « Écoutez, à partir de maintenant, il vous faudra 1 mois pour sortir de cet état. » Et je vous assure que 1 mois quasi jour pour jour, alors je sais pas si mon mental a joué dans ce processus, mais n'empêche que le pronostic des 1 mois s'est avéré totalement vrai dans mon cas. Sauf que là, dans le burn-out, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est en dents de scie. Donc là, je sens qu'il y a une énergie nouvelle qui naît, mais la semaine dernière, par exemple, encore, j'ai vécu 4 jours où j'étais encore terrassée, mais moins bas qu'il y a 1 mois. Donc c'est en dents de scie, mais je sens que je suis sur une phase ascendante quand même. Mais n'empêche que je ne sais pas si j'irai totalement mieux dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 2 ans. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment faire flipper. Et donc là j'ai vraiment traversé la colère et le marchandage avec la vie, en croyant que si je sais pas, si je remettais certaines choses de l'ordre du spirituel peut-être, dans le sens où si je redeviens encore plus fort une bonne petite fille qui répond aux attentes de Dieu, parce qu'il y avait quand même cette notion-là derrière, inconsciemment et consciemment, et ben j'avais l'impression que je pourrais vivre une espèce de rédemption et que ça irait mieux. Bon, évidemment, ça s'est pas passé comme ça, le processus a été beaucoup plus complexe que ça. Et puis la tristesse s'est incarnée à de nombreuses reprises, tristesse qui en fait prenait la forme du désespoir. Mais fort heureusement ça ne durait pas longtemps, mais quand c'était bien présent, enfin quand c'était présent c'était vraiment bien présent, c'est-à-dire que j'avais peur vraiment à chaque fois à ces moments-là de plonger dans une dépression,
mais fort heureusement, je suis hyper bien accompagnée, que ce soit dans ma vie familiale, de couple et amicale, et même par les professionnels qui m'entourent. Donc j'ai pu à chaque fois rebondir très très vite et sortir de là. Et je pense qu'il y a la première phase pour sortir de la tristesse a été effectivement la résignation. C'était de me dire, bon, ok, là en fait je sens que je patauge, je sais pas par quel bout prendre ce truc, j'essaie des trucs et puis on verra. Et puis il y a eu l'acceptation. L'acceptation s'est faite il y a pas si longtemps parce que j'ai réellement pu prendre conscience du nœud émotionnel qui chez moi a permis d'activer ce trouble physique. Et là, je me sens dans cette phase de reconstruction. Mais comme je vous disais, rien n'est linéaire, certainement pas dans un burn-out. Donc je ne sais pas si demain, je ne vais pas revivre une phase descendante et retomber dans un moment de colère ou de tristesse ou voilà. Voilà. La troisième dimension de ma vie que j'avais envie de partager avec vous, qui concerne cette notion de deuil. Alors, elle parle du décès de mon père. Lors de cette phase de deuil, là j'ai très très clairement vécu toutes les phases du deuil, ça a été très clair. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce qu'en fait je voudrais vous faire un épisode spécial sur le décès de mon papa, pas pour vous raconter spécifiquement comment ça s'est passé, mais pour partager avec vous une clé en fait qui m'a été offerte lors de ce processus de deuil, qui a été le fait d'accéder à ce que j'appelle le pardon ultime. Alors ça a été quelque chose qui a transformé ma vie et qui fait pleinement de cette étape de ma vie une expérience hautement initiatique. Mais en tout cas, sans parler de ce pardon, le fait d'accepter que mon père ne soit plus, en tout cas physiquement, eh bien m'a fait évidemment passer par toutes ces étapes. Donc voilà, je ne vais pas m'appesantir, je reviendrai dessus. Et la dernière phase dont je voulais vous parler est en fait également un processus qui n'est pas achevé pour le moment, parce que la vie m'a gratiné en m'offrant 2 processus de deuil simultanés. Parce que en fait il faut savoir que donc j'ai 3 enfants, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai 3 garçons, 3 merveilleux garçons, permettez-moi de le préciser, et j'ai eu la chance de pouvoir vivre mes 2 premiers accouchements en conscience, en état de présence pleine, en vivant des accouchements à domicile. Et le 3e accouchement ne s'est absolument pas passé de la même manière. Donc là, ça a aussi été un deuil assez profond, parce que lors du tout début de ma prise en charge par le gynécologue, et là ça montre bien que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était différent de mes autres grossesses, parce que d'habitude quand je tombe enceinte, je vais d'abord voir une sage-femme, et là je suis d'abord allée voir un gynécologue. Et en fait lors de la première échographie, eh bien ce gynécologue m'a appris que j'avais un fibrome qui était déjà assez gros, qui était dans le chemin, donc très proche du col de mon utérus, et qui allait faire barrage sans doute au passage de mon bébé par voie vaginale. Donc étant sage-femme, je savais très bien ce que ça voulait dire, parce qu'il n'est pas allé au bout du raisonnement, mais moi je savais très bien que ça voulait dire accouchement vaginal impossible, et donc sans doute une césarienne. J'ai vécu les 9 mois de ma grossesse dans un état de latence comme ça, parce qu'il y avait eu de la part de plusieurs personnes du monde médical un espoir qui m'avait été donné, que peut-être l'accouchement à la maison serait quand même possible. Bon, ça n'a pas été possible. Ce fibrome a grossi, a continué à grossir, il est bien resté à sa place, et donc j'ai dû vivre une césarienne. Donc je vous laisse imaginer le grand écart que ça a été pour moi de vivre 2 accouchements dans lesquels j'avais pu imaginer, fantasmer, rêver le déroulement,
en choisissant d'allumer des bougies, en choisissant d'allumer la cheminée, un feu dans la cheminée, en choisissant mon repas d'avant, d'après, les chants, la musique, les personnes présentes, tout le scénario, j'ai pu l'écrire et ils se sont réalisés sensiblement comme je les avais imaginés. Et là, je vivais un accouchement où je n'avais aucun contrôle, aucune maîtrise, aucune prise sur quoi que ce soit. J'accouchais dans un univers complètement stérile, aseptisé, entouré de personnes que je ne connaissais pas, mis à part mon mari, bien heureusement, et mon gynécologue, mais bon, avec qui j'avais pas un lien très émotionnel par rapport à mes sages-femmes. Et en plus, j'ai été consciente de pas grand-chose, étant donné que je n'ai pas senti le passage de mon bébé, même si j'ai essayé d'y mettre de la conscience. Et en fait, ce fibrome, il s'avère qu'il a continué à grossir, et à grossir énormément, jusqu'à ce que finalement on se rende même compte que mon utérus est polyfibromateux. Alors fort heureusement, il s'agit de fibromes qui ne sont pas cancéreux, donc ça c'est déjà une chance. Alors polyfibromateux, ça veut dire qu'au final il y a plusieurs fibromes maintenant. Et donc le diagnostic, c'est que, il est fort probable que même si on me retirait simplement ces fibromes, mon utérus, qui a visiblement une grosse capacité à produire des cellules en trop grand nombre, qui prolifèrent de manière anarchique, il est très probable qu'à l'avenir, je recrée des fibromes. Alors, il est intéressant quand même de savoir que les fibromes sont apparemment, au niveau énergétique et symbolique, des sortes de kystes émotionnels qui se sont matérialisés sous la forme de fibromes. Donc, je fais un travail là-dessus, mais ça n'empêche pas que ces fibromes sont énormes et que je ne crois pas au fait qu'ils se résorbent comme ça. Donc le traitement qui est proposé, c'est l'hystérectomie totale. Ça veut dire que on va me retirer l'entièreté de mon utérus, à l'exception de mes ovaires, pour pouvoir me laisser le bénéfice de mes hormones, pour que je ne sois pas en ménopause. Sauf que comme je suis en burn-out, je ne peux pas subir une telle opération, parce que j'ai pas les ressources physiques nécessaires pour vivre un tel événement, parce que c'est vraiment traumatisant, c'est une grosse opération. Et donc, avant de pouvoir subir ça, vivre ça, je suis censée prendre un traitement médicamenteux qui va mimer une ménopause. Alors, sans apparemment les effets secondaires qu'on peut vivre lors d'une ménopause. Donc normalement pas de prise de poids, de bouffée de chaleur et tout ça. Je croise les doigts pendant que je vous dis ça. Et en tout cas, ce que ça va faire, c'est que ça va couper la nourriture hormonale dont se servent les fibromes pour grossir. Mais effet indésirable, ça va couper mes règles. Et autant je n'ai pas de souci avec le fait de dire au revoir à mon utérus, parce que je l'ai remercié à de nombreuses reprises. J'ai fait pas mal de bénédictions de l'utérus, de mon utérus, pour le remercier d'avoir porté la vie, parce que c'était mon souhait, et d'avoir mené à terme mes grossesses avec des bébés en bonne santé. Donc, lui dire au revoir, ça me va. Je ne souhaite plus avoir d'autres bébés, c'est ok pour moi. Limite, ça me libérerait même de cette épée de Damoclès qui fait que j'ai peur maintenant de retomber enceinte, parce que 3 enfants, c'est bien suffisant. Donc ça va. Le processus de deuil, c'est acté et c'est ok pour moi. Par contre, ne plus avoir mes règles, ça, c'est la chose qui me pose le plus de difficultés, parce que j'ai toujours eu un rapport très particulier à mes règles. J'ai toujours senti que mes règles me connectaient spontanément aux énergies de la lune, aux énergies du subtil, aux énergies du féminin sacré, et que mes règles, mon cycle, quand il débutait,
Et quand il se poursuivait par la suite, évidemment, me permettait de me connecter beaucoup plus profondément à quelque chose de sacré et de manière très spontanée. J'avais pas à y réfléchir. Quelques jours avant, j'avais des signes qui me montraient que mes règles allaient venir, et c'était ok. Je me mettais dans cette énergie d'accueil de mes règles. Je vivais mes règles en me connectant à la lune, en remerciant. Enfin voilà, c'était vraiment une période propice pour moi au rituel magique, au rituel énergétique et symbolique. Et en fait, leur dire au revoir, pour moi, ça a été en tout cas, ça a entraîné une peur d'être déconnectée de cette magie. Et du coup, là, je suis amenée à réinventer ça. Je pense que pour le moment, je suis dans une phase, peut-être celle juste avant l'acceptation. À mon avis, là, tout de suite, je suis plutôt dans la résignation, dans bon, ok, c'est comme ça. Je vais devoir passer par là, et voilà. Et en fait, après-demain, donc on sera le 2 octobre, eh bien, ce sera la nouvelle lune. Et la nouvelle lune a une énergie très particulière, j'en parlerai dans un autre épisode plus en détail, mais a une énergie très particulière de déconstruction, et qui permet la reconstruction par la suite. Et le fait que moi en plus, mon premier jour de règle, donc le début de mon cycle, démarre le jour de la nouvelle lune, et ce depuis plusieurs mois. En fait, pour être vraiment plus précise, ça a démarré ça 1 mois avant le rendez-vous chez le gynécologue qui m'apprenait qu'un jour ou l'autre, j'aurais une hystérectomie. Et ça m'a fortement touchée. J'ai vu là un clin d'œil du monde spirituel qui m'accompagnait en fait, par rapport à la conscience que j'ai des énergies, des phases différentes de la lune qui sont en répercussion totale, en réflexion totale avec les phases du cycle féminin. Et donc, ce 2 octobre, je vais faire seule, dans l'intimité, un rituel d'adieu de mes règles et d'accueil du champ des possibles. Parce que par la suite, je prendrai ce fameux traitement qui coupera mes règles, et ensuite j'enchaînerai avec l'opération. Donc ce sera vraiment mon tout dernier cycle. Et là, le fait de vous en parler, ça me plonge encore dans de la tristesse. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion de tristesse. Je ne suis pas tout à fait dans l'acceptation totale, là, pour le moment. Mais j'espère, en tout cas, c'est l'intention que je vais poser dans ce rituel, d'accéder à cette acceptation totale, qui va aussi me permettre d'accueillir ce traitement chimique et médicamenteux de la meilleure manière possible, et ne pas avoir trop d'effets secondaires, parce que si je suis en lutte interne contre ce traitement, mon corps d'une manière ou d'une autre va réagir et ça va pas très bien se passer. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi de faire des rituels dans sa vie pour les grandes étapes de sa vie. Ça c'est vraiment quelque chose, une rengaine chez moi. Vous l'entendrez à de nombreuses reprises, mais là j'en profite du coup pour en reparler. Mais donc voilà, ce processus de deuil est en cours. Je vous parlerai sans doute un jour, dans plusieurs jours, dans plusieurs semaines ou plusieurs mois, je ne sais pas le temps que ça prendra, du fait que j'ai pu accéder à cette acceptation et à cette reconstruction, pour laquelle je suis assez... qui me rend très curieuse en fait. Je suis curieuse de savoir quelle forme va prendre mon lien à la lune sans mes règles. Voilà, je vais devoir me réinventer ce lien, peut-être volontairement, ou peut-être que la vie et la nature vont m'amener d'autres sources. On verra. Suspense. C'est ça aussi qui est beau dans les processus initiatiques, c'est que on plonge dans l'inconnu et on ne sait pas comment on va ressortir de ça. En tout cas, l'idée est d'avoir foi dans le fait qu'on en ressorte plus allégé
et encore plus lumineux, encore plus aligné avec qui on est réellement. Donc voilà. Bon, je vais arrêter là cet épisode. J'espère vraiment que ce partage vous aura apporté des clés pour traverser vous aussi ces étapes du deuil avec une sensation moins lourde, peut-être moins affligée, et même s'il y a de la tristesse, de savoir que ça fait partie du deuil, même s'il y a de la colère, ça fait partie du deuil, et c'est un processus qui est nécessaire, vraiment. Donc ayez confiance dans ce que vous traversez, dans ce que vous propose la vie. Merci beaucoup pour votre écoute, et à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir.